c'est mon bureau. Bon. Alors, nous recommençons la deuxième partie, la partie des questions. Mais on va commencer en question. On va poursuivre la première partie un petit peu avant. OK, parfait. Oui, parce qu'on était rendu aux ajusteurs de pensée, puis c'est quelque chose qui est peut-être important. Le terme lui-même n'est pas important, mais ce que ça se posait représenter, c'est assez important. Et puis, pour finaliser l'éveil de la conscience, là, avant de passer à la période de questions, ben, ça n'en suivra pas d'autres. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'on arrive à un plan d'évolution planétaire. Tout à l'heure, je parlais un peu de l'individualité, mais on parlait un peu du schéma de l'homme en général. À partir du moment où l'homme, où le corps de l'homme a pu être habité par un corps qui a permis justement des canalisations d'énergie différentes. Dans la Bible, on parle d'Adam et Ève, là, mais l'homme existait avant ça. Les autres sont venus sur la Terre. Et puis par procréation, puis par quand ils sont mêlés avec la race humaine, à un moment donné, on a eu dans nos corps ce qu'il fallait pour recevoir justement les énergies un peu plus intelligentes. Alors, ce qui arrive, c'est qu'on arrive à une époque d'évolution humaine. Puis cette époque-là, elle existe sur la planète Terre au complet, mais elle est beaucoup plus centralisée en Occident, c'est-à-dire dans les pays où le mental a la possibilité d'être développé, donc les pays industrialisés. C'est normal. Alors, présentement, ce qui arrive... Qu'est-ce que c'est qui fait que c'est normal, Daniel? Bon, c'est normal simplement parce que la race physique antique, qui, elle, a vécu aux Indes, en Égypte, qui a vécu dans ces pays-là, celle en Italie, celle qui a construit justement notre propre race, elle reste dans un pays qui est, au niveau de l'évolution, achevant. Hein? C'est un pays qui est... Tout ce qui avait à se passer dessus est épuisé. Les Amériques, c'est neuf comparativement au reste. Et la race qui est venue au monde sur l'Amérique, la race qui a été formée par, non pas les pères, parce que je l'ai déjà expliqué, c'est que à l'époque où une race s'installe quelque part sur un continent, sur un pays, cette race-là, qu'elle est minuscule, ce peuple-là, doit rebâtir au complet tout un schéma pour lui permettre, après cette construction-là, pour lui permettre d'évoluer. Mais ce que l'homme ne sait pas, c'est que l'homme évolue presque seulement lors de la construction du schéma lui permettant d'évoluer, et après, il stagne à l'intérieur du schéma lui permettant d'évoluer. C'est-à-dire que toi, si tu veux, un exemple bien banal, tu veux apprendre à faire de la menuiserie ou de la construction, tu te bâtis une maison. Mais si tu te bâtis une maison, pendant que tu construis, tu apprends, puis une fois qu'elle est finie, tu stagnes dedans. Alors quand l'homme, le peuple arrive, le peuple colonise, le peuple bâtit, le peuple va s'installer, le peuple va découvrir l'agriculture typique du pays, le peuple va étudier les lois qui régissent les plantes, l'eau, si elle est potable ou non, les moyens de se servir des nouvelles rivières, les moyens de se servir des vins et tout ça. Alors ce qui arrive, c'est que l'homme, le peuple même, qui s'établit quelque part, automatiquement construit toute sa société. Et l'homme évolue lors de la construction de la société, mais très peu par après dans la société. Parce que c'est seulement ceux qui sont marginaux, c'est seulement ceux qui ne suivent pas le schéma normal, qui, eux, évoluent et c'est eux autres qui vont changer la société. La masse qui suit, la masse, elle, n'évolue presque pas. Elle évolue, mais c'est une évolution de masse. Et l'individu marginal à l'intérieur de la masse, lui, évolue et perturbe la masse. Alors, quand on est arrivé aux États-Unis, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, en Amérique surtout, quand ce monde-là est arrivé ici, ils ont fait la guerre, c'est-à-dire qu'ils ont amené leur schéma mémoriel des manières qu'ils vivaient dans leur pays de départ. Mais il a fallu qu'ils s'installent ici. Il a fallu qu'ils s'installent ici, plutôt. Il a fallu qu'ils découvrent les Indiens. Ils ont découvert beaucoup. Après ça, les Indiens aussi, ils ont découvert. Ils ont après découvrir. Alors, ils ont tout tué. Alors, ils ont bâti une société absolument différente. Ils sont battus contre leur mémoire de la société, c'est-à-dire que les États-Unis d'Amérique ont voulu être libérés, le Canada a voulu être libéré, alors ils ont coupé les liens avec les patries-mères, et puis automatiquement, on a suscité une nouvelle race qui est beaucoup plus enclin à l'évolution intelligente parce qu'elle a cheminé un pas en haut de ses pairs. Alors, les pères, eux autres, ont cheminé, et puis il y a eu des colonisations. Les enfants ont cheminé, ils sont libérés de leur père. Mais ils étaient beaucoup plus aptes à recevoir des énergies de plus en plus intelligentes. Alors, ce qui fait que là, on est rendu ici, il n'y a plus grand place à coloniser, hein? C'est pas mal plein, il reste d'autres planètes, mais ça, plus tard. Alors, présentement, ici, surtout en Occident, mais surtout en Amérique et surtout au Québec, parce que l'endroit géographique est important, géologique aussi. Alors, ce qui arrive, c'est que cette conscience-là, c'est que les ajusteurs de pensée, cette forme d'énergie-là, on met des termes en ésotérique. C'est simplement pour permettre à la conscience intellectuelle
normale de l'homme de pouvoir se faire un dessin de ce qui se passe. C'est des points de repère. C'est ça. C'est plus facile à comprendre. Mais c'est pas un individu qui est un ajusteur de pensée, qui a une carte, là, puis qui vient te montrer ça comme vient de voir. C'est une forme d'énergie comme la pensée, comme l'est d'ailleurs tout ce qui est moléculaire, tout ce qui vibre. Et cet ajusteur de pensée-là, il a comme rôle, premièrement, de préserver l'homme qui commence à être en contact avec une intelligence différente de ce qu'il connaît, donc une intelligence qu'il recherche depuis longtemps, mais qu'il refuse de croire quand il la trouve. Hein? C'est ça l'apanage de la psychologie de l'homme. Parce que quand tu trouves de quoi et que tu connais pas, tu as peur. Alors quand tu es en recherche, ça va, mais quand tu découvres, c'est épeurant, c'est normal. Normal dans l'état psychologique où on est. Mais ça sera plus normal. Prochainement, on va découvrir et on va savoir en même temps que ce qu'on découvre, c'est ça. Ou que c'est pas ça. On n'aura pas peur. Alors, ce qui arrive, c'est que l'ajusteur de pensée vient s'installer. L'homme, tous les hommes en ont un. Dans ces formes d'énergie-là, il y a des formes d'énergie qui vont ajuster la pensée, qui, eux, ont déjà vécu, c'est-à-dire qui, eux, ont déjà habité d'autres formes corporelles sur la planète. Ces ajusteurs de pensée-là ont donc de l'expérience à travers la psychologie de l'homme. Donc, ces formes d'énergie-là peuvent habiter différents individus qui, de par leur constitution physique et psychologique, et vitale et mentale, peut recevoir un ajusteur de pensée qui est un peu plus, disons, apte à aider la personne qui est en conscientisation. Tout le monde en a un. L'ajusteur de pensée n'habite pas un enfant à la naissance, sauf si l'enfant déjà est prêt, si physiquement il est prêt, mais normalement, après l'adolescence ou vers les 12-13 ans, l'enfant commence à être prêt. Vers la puberté, l'enfant commence à être prêt, puis là, normalement, il y a un ajusteur de pensée qui le suivait, mais qui va finir par le pénétrer. Et puis là, la personne au contact de son ajusteur de pensée, de son intuition, au contact de cette forme d'énergie-là, elle va réussir à pouvoir exprimer dans la matière, donc par la voix ou par les gestes, par l'action, différentes formes d'énergie qui sont nouvelles. Alors, chaque individu a un ajusteur de pensée, sauf que tous les ajusteurs de pensée n'ont pas le même degré de conscience et de possibilité de conscientisation. Ça, c'est pas grave, parce que le physique est pas prêt. Quand l'homme se perfectionne, l'ajusteur se perfectionne, parce que l'ajusteur évolue au même titre que la personne, mais sauf que c'est une liaison qui va se faire, une espèce d'aide mutuelle qui va s'installer. Et puis automatiquement, l'homme arrive à comprendre des choses. Mais l'ajusteur va faire aussi il peut faire deux choses. Il te permet à toi de pouvoir arrêter de te prendre pour un fou quand tu as des connaissances d'un coup qui t'apparaissent dans la tête, puis tu sais pas d'où ça vient. Et il te permet aussi d'être capable d'écouter quelqu'un d'autre qui, lui, a un ajusteur de pensée plus fort, et tu es capable de discerner le fou du gars intelligent, ou tu es capable de douter d'une façon intelligente, c'est-à-dire que tu doutes sans détruire ce que tu doutes. Alors, ce qui fait que l'ajusteur de pensée, c'est ce qui va amener l'homme, c'est la conscience qui va prendre conscience des consciences de l'homme. Et l'éveil de la conscience, justement, que je parlais tout à l'heure, c'est le contact qui va lentement se lier entre toi, entre tout toi au complet, tous les corps au complet, et cette forme d'énergie-là qu'on appelle l'ajusteur de pensée, qui va justement être une espèce de soupape là, pour en ésotérisme, on appelle ça l'ajusteur de pensée. Maintenant, ce qu'on appelait ange gardien, est-ce que c'est la même chose? Bon, c'est similaire. L'ange gardien de la religion est similaire à l'ajusteur de pensée, quoiqu'il est d'une nature de fondement, c'est-à-dire une nature énergétique légèrement différente de l'ajusteur de pensée. Est-ce que cela veut dire qu'il y a des individus qui ont un ange gardien puis un ajusteur de pensée? Tous les individus ont des anges gardiens. Puis ange gardien, encore, c'est pas nécessairement une personne non sexuée avec des ailes puis tout ça, avec la petite robe blanche, hein? Quand tu passes dans la boîte avec une robe blanche, elle n'est plus blanche. Fait qu'ils ont... Ça, ils ont... Mais alors, dans le temps, il fallait l'illustrer. Oui, ben le blanc était le symbole de la pureté, le symbole des forces yaviques, et le noir était le symbole des forces sataniques, ce qui fait qu'évidemment, tu ne représentais pas un ange habillé en noir. Alors, ce qui arrive, c'est que l'ange gardien est attaché à un enfant naissant, est attaché même à un fœtus. Hein? Et puis l'ange gardien est attaché aussi à n'importe quel individu qui vit, sauf que ces anges-là sont aussi attachés, pas nécessairement à l'homme, mais à d'autres plans. Alors, il y a différentes formes d'anges gardiens, tu as des chérubins, puis tu as d'autres formes de tes archanges aussi. Bon, tu as des schémas plus évolués différents. Ils n'ont pas tout à fait le même rôle que l'ajusteur de pensée, c'est-à-dire que les anges vont travailler surtout au niveau, l'ange lui-même, au niveau du plan psychologique. C'est pas la morale de l'homme, c'est pas ça. Par contre, il va travailler au niveau du contrôle que peut avoir le manipulateur astral, psychologique planétaire sur toi. Autrement dit, toi, tant que tu es un enfant, tu ne peux pas être, par exemple, assujetti ou complètement ramassé par l'astral de la planète qui va t'envoyer tuer du monde si c'est un astral, une mémoire de guerre qu'il a déjà eu.
Hein? Comme il y a des individus tout d'un coup qui, après avoir été en contact avec Dieu, comme eux autres l'appellent, ils vont tuer leurs femmes, leurs enfants ou leur mari, etc. Ben non, ils vont se tuer, des choses comme ça. Alors, ce qui fait que l'ange gardien, normalement, son travail, lui, est d'empêcher ces choses-là d'arriver. C'est-à-dire que c'est une forme d'énergie qui va entourer l'homme, qui est une espèce de tampon, de filtre à la manipulation astrale. C'est un protecteur. C'est un protecteur. Par contre, cet ange gardien-là, normalement, ne peut pas être brimé par l'homme qui le protège. Mais il peut arriver dans la société, comme ça peut être arrivé avant, dans la vie d'un être humain, où les anges gardiens peuvent être rendus malades ou ils peuvent être complètement désagrégés. C'est-à-dire que la personne va faire justement un meurtre collectif ou des choses qui sont complètement folles, d'une manipulation exagérée de l'astral. Exagérée pourquoi? Parce qu'elle n'a plus d'ange gardien. L'ange gardien, encore le terme, là, c'est une forme d'énergie. L'ajusteur de pensée est d'une nature légèrement différente, c'est-à-dire que lui va protéger, mais pas d'une façon, au niveau de l'astral, c'est-à-dire qu'il va te protéger dans le sens qu'il va te permettre de te servir de lui pour pouvoir voir ce qui se passe en toi. Donc, il va te permettre d'arriver à une conscience qui va te permettre de voir tout ce qui se passe, donc de te libérer du manipulateur. Tu peux communiquer avec l'ajusteur de pensée. Non, tu ne communiques pas avec l'ajusteur de pensée. Tu peux communiquer par l'ajusteur de pensée, mais tu ne communiques pas avec l'ajusteur de pensée. C'est ça. Ouais, c'est pas une forme d'énergie qui va pouvoir t'amener des choses. Et elle va t'amener des connaissances qui sont télépathiques et des connaissances qui sont instantanées. Puis étant instantanées, tu ne peux pas les énumérer mentalement, c'est-à-dire que si je pense à un chat, je peux me dire dans ma tête, bon, je vois un chat noir, puis je vois des choses. C'est quelque chose qui tout d'un coup vient. Tu essaies de voir où ça a commencé, quelle était la longueur de la connaissance que tu as eue, puis tu vois rien. Et là, lentement, ta mémoire commence à sortir une autre chose. Il t'en manque des bouts. Bon, ça, c'est un contact avec l'ajusteur de pensée ou un contact avec l'intelligence active par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, mais c'est instantané, ce qui fait que la mémoire n'a pas le temps suffisant pour pouvoir tout gober. Elle peut avoir des petites choses, et puis par après, lentement, là, tout le casse-tête peut se refaire. Mais la connaissance, lui, instantanément, on appelle ça une illumination dans le thème religieux. Et une illumination ne dure pas 15 ans. Elle ne dure pas 5 heures, c'est un flash. C'est tout d'un coup que tu t'éveilles à quelque chose, l'ajusteur de pensée t'a permis. Alors, quand les ajusteurs de pensée sont descendus justement au début sur la Terre, ça l'a été quand, sur la Terre, il y a eu une vibration assez forte. Donc, il y a eu un haussement de l'harmonique vibratoire de la planète qui a permis à... Parce que c'est rien que de la gravité, hein? L'amour, c'est de la gravité. Alors, en émettant une forme de vibration supérieure au niveau de la planète, parce qu'il s'est passé quelque chose sur la planète, qui a été la fusion d'un individu, d'ailleurs plus qu'une fusion en ce qui le concerne lui, ça a été le passage de Jéhoshua ben Joseph, Jésus de Nazareth. Alors, ce qui arrive, c'est que après son passage, c'est-à-dire après certaines choses au niveau de son évolution, veut pas, lui a vibré, le monde a vibré, tout a vibré plus haut, et c'est resté comme ça, ce qui fait qu'après son passage sur la Terre, automatiquement, tout ce qui était de forme harmonique, énergétique similaire a été attiré. Et donc, après le passage de Jésus-Christ, du Nazaréen, automatiquement, les ajusteurs de pensée ont pu commencer à descendre sur la Terre. On dit descendre, mais c'est simplement qu'ils ont été attirés, n'ont pas eu le choix, d'autres non plus. Et l'homme, dans le sens religieux du terme, a eu accès au ciel. Mais le ciel... La possibilité. Oui, c'est ça. Ça, c'est simplement que les ajusteurs de pensée ont commencé à pouvoir venir travailler avec l'homme parce que le plan énergétique vibratoire a permis l'attraction de ces choses-là et la conservation de ces choses-là. C'est dans ce sens-là qu'on dit que Jésus a sauvé le monde. C'est ça, c'est dans ce sens-là seulement, sauf que si Jésus aurait porté le poids des péchés du monde, il l'a porté d'une façon réincarnative, comme j'ai déjà expliqué. Mais dans le sens qu'on veut l'enseigner, c'est pas tout à fait vrai pour la simple raison qu'on souffre toujours sur la Terre, qu'on a les mêmes problèmes sur la Terre. Alors, ce qui fait que si tu regardes textuellement ce qui est écrit quand même par des êtres humains qui ont interprété au maximum de leurs possibilités, qui ont essayé de comprendre. Alors, ce qui fait que c'est pas ça qui s'est passé. Par contre, depuis cet événement-là, l'homme a l'accès aux ajusteurs de pensée, c'est-à-dire à la possibilité, justement, de pouvoir communiquer avec des intelligences plus supérieures, qu'on peut appeler Dieu, mais c'est quelque chose d'autre. Mais présentement, c'est pour ça. Alors, ce qui fait que l'ajusteur de pensée, c'est ça qui est en train de s'éveiller dans l'homme, l'éveil de la conscience de l'ajusteur de pensée est présentement en fonction. Puis c'est là l'important, c'est que ça, c'est une forme d'énergie qui va te permettre, toi, tu es là, tu ne peux pas voir les autres plans de conscience, mais par l'ajusteur de pensée qui, lui, mettons, on peut dire, est vertical par rapport à tes plans de conscience horizontales, toi, tu peux te servir de son canal, là, tu peux voir le plan de conscience vitale, le plan de conscience psychologique, mentale, supramental à un moment donné, qui va se former lentement, parce que le corps supramental est en train de se former autour de l'homme. Alors, ce qui fait que cet ajusteur-là te permet de pouvoir coordonner, et va coordonner avec la descente du plan intelligent, ou du plan divin, ou du plan comme tu voudras, à l'intérieur de la conscience de l'homme. Il va le coordonner pour pas que l'homme vire fou, pour pas que l'homme explose, pour qu'il se passe quoi que ce soit.
En somme, si je comprends bien, en quelque sorte, l'ajusteur de pensée est un filtre énergétique. C'est un filtre, mais qui est intelligent, puis qui est intentionnel, c'est-à-dire qui est là, puis qui est capable de créer. Comme l'énergie intentionnelle, qu'on appelle aussi l'énergie créatrice. Cette énergie-là, elle peut créer, mais l'ajusteur de pensée, lui, va coordonner en plus de tamiser. Il va coordonner certaines choses, en plus de filtrer les entrées. Alors, si c'est prêt en bas, en haut, ça peut rentrer, il va pouvoir ouvrir ça. Mais quand l'ajusteur de pensée est en train de se former à l'intérieur de l'homme, bien évidemment, de temps en temps, tu as des descentes d'intelligence qui sont nécessaires pour pouvoir former ça, qui peuvent faire mal, qui peuvent bousiller la personne, qui peuvent la rendre psychologiquement inadéquate à continuer son cheminement. Sauf que si la personne ne se prend pas au sérieux, si la personne sait toujours que je comprends pas tout, mais c'est pas grave, on finit par comprendre, bien, il n'y a aucun problème. C'est un schéma psychologique, mais de protection, comme on en a eu plusieurs. Alors, ce qui fait que l'ajusteur de pensée, c'est un filtre, mais un filtre intentionnel, un filtre intelligent, qui ne t'amène pas de connaissances, mais par qui vont passer les connaissances qui vont t'amener. Voilà, on peut passer aux questions. Puis-je dire dans l'éveil que que la meilleure façon de passer des hauts en bas est de ne pas résister à ces phénomènes de variation? Bon, ben, premièrement, puis-je dire oui? Hein, on peut dire n'importe quoi. Non, c'était une question. Ce qui arrive, c'est que ne pas résister à ces phénomènes de variation-là, c'est évident qu'il ne faut pas résister, mais on ne doit pas, c'est important, c'est super important, c'est que si tu ne résistes pas, tu peux te laisser manipuler sans jamais le savoir. Si tu résistes, c'est parce que tu prends conscience que tu es manipulé, que tu es tanné d'être manipulé. Mais le fait de résister, évidemment, c'est pas la solution, parce que résister, c'est simplement une partie de notre psychologie qui veut dominer une autre partie de notre psychologie. Alors, ce qui fait que résister, c'est faire le jeu de la manipulation. Et la conscientisation amène des phénomènes. Il ne faut pas résister, par contre, il faut prendre conscience des phénomènes. Si j'ai une douleur, puis que je me dis j'ai pas mal, c'est un phénomène d'oubli de la douleur, mais qui ne guérira pas nécessairement ce qui se passe là. C'est-à-dire que si y a un camion qui est stationné sur ton pied, même si tu dis que ça fait pas mal, tu pourras toujours pas t'en aller pareil. Alors, ce qui fait qu'il faut prendre conscience de ce qui se passe. Faut pas résister à ce qui se passe, parce qu'en résistant, j'ai déjà expliqué aussi, qu'en résistant à quelque chose, on l'empêche de s'exprimer. Puis si on l'empêche de s'exprimer, on ne le voit pas. Puis si on le voit pas, on peut pas le connaître. Par contre, si on le laisse s'exprimer, mais qu'on n'a pas conscience de son cheminement, c'est-à-dire que si notre conscience ne chemine pas avec, ben il s'exprime à travers nous autres en laissant un sillon absolument terrible, sonore, qui va nous maganer, soit c'est un sillon positif ou négatif, de toute façon, ça revient au même. Alors, ce qui fait que si on laisse une chose s'exprimer, sans résister, mais sans en prendre conscience, ben automatiquement, on est manipulé. Alors, ce qui fait que c'est préférable de résister que de se laisser manipuler, parce que dans la résistance, à la longue, il vient la compréhension de toute façon. Mais si on ne résiste pas puis qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à la compréhension. On arrive à se tanner, puis en se tannant, on finit par résister, alors on va revenir au même phénomène. Mais si on est capable, quand il se passe de quoi, d'essayer de comprendre, puis d'essayer de comprendre, ça ne veut pas dire de devoir comprendre. On essaie de comprendre, puis quand on comprend pas, ben on n'essaie plus de comprendre, parce que là, si on continue à vouloir comprendre, on fait juste faire en sorte que notre cerveau tourne en rond, puis on n'arrivera pas à la compréhension, parce qu'on bloque les entrées qui peuvent nous amener la compréhension. Alors, ce qui fait qu'il ne faut pas résister, par contre, il faut être conscient de ce qui se passe en nous, en termes de cheminement, que ce soit un cheminement psychologique ou un cheminement de conscientisation. L'ajusteur de pensée est une chose qui nous permet de voir, donc de prendre conscience. C'est l'éveil de la conscientisation, le fait que l'ajusteur commence à naître en l'homme. Mais il faut s'en servir, donc il faut prendre conscience d'une chose, mais il faut la laisser vivre pour pouvoir la connaître. Alors, ce qui fait que résister, c'est pas la solution. Les hauts et les bas sont normales. Mais toi, si tu sais à un moment donné que tu peux avoir des indigestions, la première fois que tu découvres ça, si ça fait 50 ans que tu vis et que tu n'en as jamais eu, tu paniques. Mais quand tu sais que c'est normal, ben, tu sais, tu as des hauts et des bas au niveau physique, mais tu sais que c'est normal. En fin de compte, on panique pas. Puis ne paniquant pas, ben, on règle souvent beaucoup plus rapidement le problème physique, problème bénin. Mais le fait de dire, ah, j'ai pas mal, ou d'essayer de se convaincre qu'on a pas mal, c'est comme tous les systèmes, le système nerveux qui t'amène la douleur au cerveau, ça réglera pas le problème de la maladie. Ça va régler le problème que tu ne sauras jamais que tu es malade. Alors, ce qui fait que ne pas être conscient d'une chose qui se passe en nous, c'est pas une solution. Le fait de vouloir l'oublier, c'est pas une solution, c'est une aberration. Mais résister, c'est bon, mais c'est pas bon, pour la simple raison que ça réglera pas l'affaire, mais ça va nous amener lentement, mais avec des douleurs puis des luttes,
à comprendre le mécanisme de la conscientisation, donc comment on peut voir. En voyant un cheminement se faire à l'intérieur de nous, on le suit. Puis en le suivant, ben, il laisse pas de trace en nous parce que lentement, on peut le diriger ce qu'on va là, on peut le canaliser. Puis ce qu'on peut pas contrôler, faut le canaliser. Êtes-vous d'accord avec la théorie de... Absolument. Bien, ça. D'accord avec tout le monde. Avec la théorie de Freud au sujet du développement de l'enfant? Le cas, le principe de plaisir de moi, de réalité le surmoi, refoulement de frustration dans le subconscient. Bon. Alors, je suis d'accord avec tout ça. Mais c'est parce qu'il faudrait qu'on change bien les mots, puis si je les change comme moi, je suis d'accord avec, lui, il ne sera pas d'accord avec moi. Hein? C'est pas important, il est loin, lui. Oui, c'est ça, tu vois. Alors, ce qui arrive, c'est que le subconscient ou l'inconscient, c'est simplement des choses qu'on n'a pas à notre conscient, mais qui sont sujets à arriver à notre conscience n'importe quand. Alors, ce qui fait que si je vous parle d'un bateau à voile, c'était dans votre subconscient il y a 2 secondes, maintenant c'est à l'état de la conscience. Alors, il y a des choses, simplement, puis ça c'est des réflexes psychologiques, prochainement au niveau de l'ère du Verseau, ce qui va être élaboré ici, d'ailleurs moi je vais y travailler, c'est la possibilité de créer ou d'engager un mécanisme qui va nous permettre d'élaborer des réflexes mentaux à l'intérieur de nous autres. Des réflexes intellectuels au lieu des réflexes émotifs. Alors, ce qui arrive, c'est que tout le monde a de la mémoire, mais tout le monde n'a pas la même possibilité d'aller chercher, à partir d'un événement, le schéma mémoriel qu'il a de besoin pour pouvoir être efficace. Si toi, tu as un problème, si ce problème-là, on dit à l'état subconscient, et lui te travaille, mais à l'instant même où tu es capable de t'observer, tu vas voir le travail de cette chose-là. Il n'est pas inconscient ou subconscient. Il est inconscient, c'est-à-dire que l'homme, on l'a élaboré. Freud a élaboré ça. C'était bien à l'époque, parce que de toute façon, l'homme n'était pas capable de comprendre plus. C'était un premier à faire ça. Ils l'ont traité de fou. Puis ils ont demandé que lui-même, il devrait se soigner. Il n'a pas attaché ses souliers. Alors, ce qui arrive, c'est que l'inconscient de tout ça, c'est quoi? C'est que moi, présentement, je vis des choses, et si on me pince, je sens ma douleur. Et plus on va me pincer fort, plus je vais sentir ma douleur, ça fait qu'à un moment donné, je ne sentirai plus la faim que j'ai, si j'ai faim. Puis si on pince encore plus fort et qu'on commence à déchirer ma peau, je ne sentirai plus non plus la piqûre du maringouin qui me pique dans le cou. Alors tout ça est donc à l'état inconscient. Mais à l'état inconscient, il travaille quand même et il me magane quand même. Par contre, si j'arrête, donc si je règle un problème, automatiquement, je prends conscience d'un état second, donc de la piqûre ou ben non simplement de la faim que j'ai. Alors l'inconscience psychologique, c'est-à-dire que l'état inconscient, par exemple, dans l'hypnose, on va aller fouiller au niveau de l'inconscient. Mais qu'est-ce qu'on fait dans l'hypnose? On fouille au niveau de l'astral, au niveau de la mémoire de l'individu, et on fait juste cheminer avec lui, jusqu'à temps qu'on tombe sur quelque chose qui peut être une source de problème. Mais ça, c'est long et c'est laborieux comme travail. Une personne, par exemple, vous souffrez, vous avez une peur des chats, parce que quand vous étiez tout petit, votre mère, vous étiez dans le ventre de votre mère s'est fait attaquer par un chat où elle avait déjà peur et elle vous a stimulé. La mémoire a déjà commencé à s'enregistrer, ce qui fait que vous ne savez pas pourquoi vous avez peur des chats. En 2 ans, vous vous faites mordre par un chat, ou graffiner ou n'importe quoi, et puis ça va simplement cristalliser encore plus ce problème-là. Une fois adulte, quand vous voyez un chat, vous avez peur. Vous pouvez être allergique au chat, ça vous fait d'en voir un, ou au fait de savoir qui est là, ou au fait de voir des poils, ou etc. Mais juste le fait d'avoir peur du chat, vous ne pouvez pas comprendre pourquoi. Mais ça, c'est pas grave. L'important n'est pas de savoir pourquoi j'ai peur du chat, parce que quand tu sais que c'est parce que ta mère avait peur des chats, ça règle pas ton problème des chats. Une fois que tu as trouvé la solution, maintenant, il y a un travail à faire pour. Mais le travail, on peut le faire différemment. Tu as peur des chats, c'est inhérent à toi, tu sais pas pourquoi, c'est inconscient, c'est subconscient. Mais quand tu as peur du chat, il se passe un paquet de réactions qui vont être physiques, qui vont être psychologiques, et qui vont se passer à l'intérieur de toi. Si toi, tu arrêtes, tu cleans le chat, t'oublies, tu sais, je te tords ici, si j'arrête de te tordre ça, tu découvres le maringouin ou tu découvres ta faim. Le chat, là, oublie-le. Prends un 12, descends-le, fais n'importe quoi, mais clean-le de là, observe ce qui se passe en toi. Puis automatiquement, là, en te regardant, c'est ça l'éveil de la conscience, automatiquement, tu vas pouvoir sortir de toi, aller dans un phénomène de conscience qui est l'ajusteur de pensée, et pouvoir observer le cheminement de tous les processus de mémoire qui se passent en toi. Là, il se passe ça, là, mon cœur vient d'accélérer. Puis tu t'observes, tu juges pas, tu critiques pas, tu condamnes pas, tu approuves pas, tu fais qu'observer. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal à ce Il n'y moment. a rien, c'est de l'observation, c'est pas un jugement, c'est pas une critique. Alors tu fais juste voir ce qui se passe, tu le laisses vivre. Mais tu le laisses vivre d'une façon consciente, c'est-à-dire que tu le laisses vivre, tu l'observes. Puis tu vas voir qu'à un moment donné, il va y avoir quelque chose qui va te passer en toi qui fait que tu vas comprendre de quoi. Même si tu peux pas l'exprimer,
tu vas être soulagé, tu vas régler ça, le chat te fera plus peur. Mais le prochain chat que tu vas avoir, tu vas avoir encore peur. Faut que tu recommences le processus. Il va venir un moment donné que tu vas développer le processus réflexe psychologique qui fait que quand tu vois un chat, tu enclenches le processus. Donc, automatiquement, tu n'as plus peur des chats. Alors, ce que Freud dit, c'est vrai, mais dans des mots, parce qu'à l'époque, l'astral n'était pas compris par l'homme, l'astral n'était pas étudié. C'était le début de la psychologie, on était encore un peu à l'âge des cavernes de la psychologie, puis de la psychothérapie, mais parce qu'on est encore au niveau des médicaments, puis de l'incompréhension des phénomènes, mais on peut faire un cheminement. Ce que Freud disait, c'était vrai, mais il n'y a pas d'inconscient. De tout mettre nos problèmes dans l'inconscient, c'est très inconscient, hein? Alors, ce qui fait que c'est qu'on vit de quoi, même si j'ai de quoi d'inconscient qui me fait susciter de quoi, ce qui est suscité est réel et présent et pas inconscient. Mais c'est ça, il faut que j'étudie, il faut que je vois d'où ils viennent. Il faut que je vois sa source, pas par l'hypnose en me retournant jusqu'en arrière ou par des choses comme ça. Freud a raison, mais l'inconscient, c'est la même chose que le conscient, mais tu ne l'as pas à la conscience. Justement, tu viens de parler de l'allergie des chats. Est-ce psychosomatique et ou du subconscient dû à une programmation? Bon, une psychosomatose aiguë, c'est quoi? Une maladie psychosomatique est générée par notre psychologie et qui va se répercuter au niveau de notre physique. C'est une psychosomatose. Alors, quelque chose de psychosomatique, ben, c'est automatiquement, dans le sens freudien, inconscient. C'est quelque chose qui est inconscient, et puis on a aussi élaboré dans notre conscience différents niveaux, l'hyperconscient, le subconscient, le sous-conscient, l'inconscient, le conscient, qui sont simplement des états astrales, où dans l'astral, on a le bas astral, puis on a le haut astral, puis on a 7 niveaux d'astral. Alors, ce qui fait que tous ces conscients-là, élaborés par l'homme, c'est simplement des plans astraux. Mais ces plans-là ne sont pas séparés. Ils sont ensemble, au même titre que dans la lumière blanche, on a toutes les couleurs. Sauf que dans la lumière blanche, il y a aussi du rouge, du violet, de l'ultraviolet, du jaune, etc. Mais, en réalité, c'est une chose. Si, moi, pour ma compréhension d'époque, je décide de différencier ma lumière blanche en différents rayonnements de couleurs, ben, c'est intelligent. Mais je suis d'accord avec ça, même si c'est un peu faux dans le sens que c'est pas vrai. Mais c'est bon pour l'époque. Alors, ce qui arrive, c'est que quelque chose de psychosomatique, c'est évidemment quelque chose qui est relié à notre mémoire, donc qui est le rayonnement, mettons, de couleur, de telle couleur, qui vient passer, puis qui n'est pas en harmonie avec nous autres, qui n'est pas en harmonie avec nous autres, c'est-à-dire qui n'est pas en harmonie avec l'événement qu'on vit. Si un jour ça te tente de te gratter, d'avoir plein de boutons, puis ça pousse, tu chiales pas. T'sais? Mais quand ça te tente de, je sais pas moi, tu vas voir un film, tout ça, puis il commence à pousser plein de boutons, puis ça pique, là, tu chiales. Alors, c'est simplement que l'événement qui est suscité au niveau de ta mémoire, au niveau de ta psychologie, va à la longue, parce qu'il y a un empêchement. Ce qui arrive, c'est que la maladie psychosomatique, elle va être générée par une vibration astrale qui est suscitée par l'homme. L'homme ne la veut pas, l'homme lutte. Fièvre des foins, ben quand l'été arrive, tu as déjà commencé à lutter, même s'il n'y a pas de pollen encore qui vient te frapper le nez. Tu peux même déjà commencer à avoir le rhume, puis avoir des larmes, même s'il n'y a pas encore le phénomène physique. Mais ce qui va arriver, c'est qu'il y a une lutte qui se fait. Et cette lutte-là va empêcher le phénomène mémoriel, donc inconscient, disons, de s'exprimer. Mais il va s'exprimer comment? Ben, la vibration astrale étant perturbée, elle va automatiquement amener une perturbation dans la vibration vitale. Et la vibration vitale va amener une perturbation dans la vibration physique, ce qui fait qu'une maladie psychosomatique va prendre un certain temps à s'enclencher. Tant que le réflexe de la maladie n'est pas installé. Le réflexe de la maladie, c'est quoi? C'est ça. C'est que c'est l'été. Crime, c'est la date, c'est l'été. Chou! Là, la maladie réflexe. Les chats t'envoient un, paf, tu commences les boutons, tout ça, c'est un réflexe physique. On va développer des réflexes mentaux prochainement, où le mental, quand il y a un événement où ce qu'on a besoin du mental pour travailler de l'intelligence, de l'intellect, on n'aura pas d'émotion parce que le mental va s'en aller tout de suite chercher la mémoire qu'il a besoin, il va l'amener, il va pouvoir l'appliquer, sans que l'émotivité vienne s'en mêler. Présentement, c'est l'émotivité, il se passe de quoi? L'émotivité va chercher ce qu'elle a besoin, elle vient, puis elle s'exprime, puis le mental a de la misère à travailler. Des réflexes psychologiques. La maladie psychosomatique, c'est ça. Mais les maladies psychosomatiques, on ne les comprend pas comme on veut. Le fait d'avoir peur de vieillir, le fait d'avoir peur de mourir, le fait d'avoir peur d'avoir un changement physique lors d'un vieillissement ou quelque chose dans le genre, fait qu'à la longue, dans notre mémoire, on vient incruster, et notre mémoire, disons, c'est notre inconscient. Mais si tu étudies le phénomène, tu vas tout voir tout de suite. Fait que l'inconscient est automatiquement conscient. C'est juste qu'il faut fouiller dedans les bons tiroirs. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à la longue, tu vas finir par déclencher un acte réflexe physique à la longue, parce que ça prend du temps avant que ça s'installe. Et puis les cellules vont avoir peur de mourir. Les cellules vont avoir peur de vieillir. Et il y a un phénomène normal dans l'homme qui fait que les cellules sont remplacées continuellement. Alors, si tu déclenches cet acte réflexe-là à la longue, c'est-à-dire qu'on dit inconsciemment, c'est que tu t'en rends pas compte. Mais c'est conscient pareil ce que tu fais, mais tu le sais pas.
Mais ça reste toujours au niveau de la même sphère de conscience, autant que les rayons de couleur sont dans la lumière blanche. Ce qui fait qu'à un moment donné, tes cellules vont commencer à se reproduire un peu plus vite que ce que normalement elles devraient faire. Tu déclenches un acte de reproduction. On appelle ça un cancer. Hein? Alors, ce qui fait qu'il y a différentes choses comme ça qui sont liées par des maladies psychosomatiques. La programmation, c'est quoi? C'est nous qui l'instaurons, la programmation, parce qu'on fait une répétition continuelle, puis on finit par instaurer un réflexe. Et ce réflexe-là va donc installer une maladie qui peut devenir terrible, dans le sens que, moindrement qu'il se passe un événement ou quelque chose, ou que tu as peur, ou que n'importe quoi au niveau de ta psychologie, le physique réagit. Si je crie, puis mettons, tu as peur, ou tu te promènes le soir, puis tu as peur, tu as automatiquement des phénomènes réflexes qui se mettent en marche, qui sont physiques, c'est psychosomatique. Mais si tu arrêtes, puis tu t'observes, tout ça disparaît parce que tu vas vivre avec. Mais il faut pas que tu t'observes à moitié, un côté dehors, pour pas te faire frapper la nuit dans une ruelle, puis un côté en dedans. Il va falloir que tu t'enfermes dans une boîte de carton, quelque chose, tu te caches, mais que tu t'observes. Alors, ce qui fait que les maladies psychosomatiques, c'est une programmation qui est faite, mais la programmation, elle n'est pas génétique. Il y a des maladies qui vont être au niveau de la race humaine, comme les maladies sexuelles, par exemple, que ça, c'est une maladie qui va être planétaire, qui est liée. En tirant au tarot par les cartes, leur répétition, leur remplacement, j'ai l'intuition d'avoir le sens de la réponse ou la révélation très proche. Mais une barrière m'empêche d'y accéder librement. Pourquoi ne suis-je pas capable de voir ou d'interpréter, de traduire les éléments de langage via ma conscience? Bon, simplement parce que... Tu en as d'autres après? OK, c'est correct. C'est simplement parce que la personne n'a pas encore établi un contact, disons, pas parfait, mais disons acceptable ou adéquat avec son ajusteur de pensée, donc avec ce qui va lui permettre justement d'aller fouiller sur d'autres plans. C'est exactement comme si tu avais un ordinateur physique, un ordinateur vital, un ordinateur psychologique astral, un ordinateur mental, un ordinateur extramental, donc de mental supérieur. Mais toi, tu as une conscience là, une conscience là, une conscience là, puis tu as une lutte entre l'astral et le mental, mais le mental ne peut pas voir l'astral au complet, l'astral ne voit pas parce qu'il est occupé à lutter contre le mental. Et puis l'ajusteur de pensée, c'est ce qui vient pouvoir te permettre justement de pouvoir relier tout ça. Alors, ce qui fait que quand tu tires aux cartes, c'est évident que les tarots eux-mêmes ne disent rien. C'est un support à l'intuition, donc c'est simplement un support. C'est un mécanisme de réflexe mental qui va justement, c'est une forme de réflexe mental qui devrait amener par l'habitude, donc par l'apprentissage, la personne à aller se placer, donc se connecter ou se plugger dans des plans qui devraient normalement lui indiquer un cheminement. L'individu peut avoir plusieurs choses. Premièrement, il ne faut pas qu'elle veuille comprendre plus loin. Ça marche pas, ça marche pas. Qu'elle continue toujours à ouvrir l'oreille pour voir. Mais il ne faut pas qu'elle commence à s'agripper et à faire une recherche. Ça, c'est pas correct. Parce qu'elle va mettre de l'énergie là-dedans et elle ne pourra pas rien comprendre. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que cette personne-là n'a pas présentement l'ajusteur de pensée adéquat ou le physique adéquat. Par contre, si elle arrive tout près de le comprendre puis qu'elle comprend qu'elle ne comprend pas, bien, c'est sans doute parce qu'elle a un cheminement qui est parfait, qui est bon, qui est merveilleux. Pourquoi? Parce que quand l'homme arrive puis ne comprend pas, l'homme, normalement, se met en lutte et veut comprendre, il se met en colère, il se révolte contre ce phénomène-là. Mais il faut que tu l'acceptes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se gonfler, de se faire. Puis là, toutes les fois qu'une personne, normalement, je connais pas l'individu, mais normalement, dans un schéma comme ça, où tu arrives près de comprendre, puis que ça vient pas, c'est simplement parce qu'au niveau de ta conscience, ton ajusteur est en train de se placer. Toi, tu fais un cheminement, tu penses, mettons, que moi, tu tires aux cartes, mais lui, il s'en fout que tu tires aux cartes. Mais toutes les fois que tu fais ça, tu fais affaire à ton cerveau ou à ton mental et à ta psychologie, un cheminement qui est adéquat pour que lui puisse passer. Tu n'arrives pas à comprendre, mais lui s'en fout, il vient d'installer une nouvelle connexion. Puis là, tu continues à faire ça encore, tu sais pas ce que tu fais nécessairement, là, hop, une nouvelle connexion encore. Mais le résultat, il n'a pas de résultat. Puis à un moment donné, tu vas arriver au résultat, les connexions vont être faites, tu vas comprendre beaucoup plus que j'expliquerai pas là, puis là, tu vas pouvoir aller plus loin. C'est pas sûr que tu vas vouloir aller plus loin. Quelquefois, certains individus ont un contact, une compréhension totale et nette, précise d'un événement quelconque. Et puis, dans l'instant d'une fraction de seconde, ils oublient tout ça. Oui, ils sont sûrs qu'ils l'ont compris, qu'ils l'ont vu de la bonne façon. Tu as ton flash, il vient là. S'il vient là, c'est parce qu'il n'y a pas de mémoire. Il n'y a pas rien qui vient s'en mêler. Et s'il n'y a rien, ça laisse pas de trace, ou presque pas de trace, tu approches de l'état d'être. Tu approches de l'état de conscience. L'état de conscience plus haut que supramental même. Alors, ce qui fait que l'individu qui vit ça, il laisse vivre. À l'instant même où la psychologie, l'astral veut s'en emparer, ça disparaît. Puis là, il essaie de ramasser des bouts. Il se souvient juste de l'événement parce qu'il s'est passé de quoi.
Mais l'événement, comme je t'expliquais, il a de la misère à en parler. Mais à un moment donné, il va être capable d'en parler. Ça va pouvoir rentrer quelque part, ça va vivre là, ça va pouvoir sortir en parole, justement comme quand je parle, puis tu peux faire ça. Alors, ce qui fait que souvent, moi, je parle, puis j'apprends en parlant, pour la simple raison que j'ai pas le temps de commencer à, etc. Ce qui fait qu'en parlant, ben, je m'écoute, puis des fois, j'apprends énormément de choses aussi. Puis ça, c'est le phénomène normal, justement, qui va se passer à l'intérieur de l'homme. Par exemple, tu vas avoir, au niveau de ton tireur de cartes, la possibilité où ce que lui peut se connecter directement, il peut faire un voyage astral conscient, c'est-à-dire qu'il se connecte directement avec l'astral, et puis il va aller fouiller dans des mémoires pour avoir des connaissances ou des choses. Il va voir l'extrapolation de la vie de la personne, donc il va pouvoir avoir accès à la mémoire, aux traces que la personne a laissées au niveau du vécu de la planète. Alors, cette personne-là peut justement être en contact avec l'astral, donc faire un voyage psychologique, un voyage astral en étant réveillé. Mais la personne peut aussi avoir un contact avec un plan supérieur, mais ce contact-là qu'elle a, elle voit qu'elle arrive là, mais elle n'arrive pas là, elle ne comprendra pas plus au niveau de son tirage de cartes. Ce qu'elle, elle pense. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en réalité, son schéma vibratoire monte parce qu'il y a l'ajusteur de pensée qui est en train de se placer. Puis là, elle pense qu'elle va... Non, quand elle va arriver là, c'est pas ça pour tout qu'elle va voir. Sauf qu'elle va s'en foutre comme l'an 40, parce que ce qu'elle va voir, ça va être bien correct pour elle. Mais il y a un cheminement qui est en train de se faire. Il y a du monde, par exemple, qui font certains exercices ou des techniques pour arriver à quoi ils pensent qu'ils vont arriver là. Quand ils arrivent là, c'est pas ça qu'ils voient. Ben c'est ça. C'est parce que, sournoisement, l'ajusteur de pensée s'est servi de ces phénomènes-là pour pouvoir s'installer. La conscientisation de sa vie peut-elle être considérée par la psychologie comme un dédoublement de la personnalité? J'explique. Parce qu'on vit alors sa vie comme un spectateur et plus uniquement comme un acteur. Bon. Le dédoublement de la personnalité en psychologie, c'est pas tout à fait ça. C'est simplement la lutte de deux personnalités réincarnatives qui veulent s'exprimer en masse à l'intérieur d'un individu physique. Bon, moi, j'expliquais ça. Ça a rapport aux réincarnations. Ce qui fait simplement, mais ça, j'en ai déjà fait une conférence là-dessus, là, la réincarnation. Mais ce qui arrive, c'est qu'au niveau psychologique, il y a des personnalités qui viennent se réincarner à l'intérieur d'un individu et il y a une fusion de personnalités qui doit se faire au niveau du vécu de l'individu. Il peut arriver de temps en temps qu'il y a deux personnalités qui veulent prendre le dessus, ce qui fait que l'individu ne devient pas une personnalité. On est rarement une personnalité parce que de temps en temps, il y a des choses qu'on fait qu'on ne veut pas faire, mais il peut arriver que ça peut être pathologique dans le sens que c'est pas adéquat pour vivre, puis il y a une personnalité qui prend le dessus à un moment donné, donc un schéma mémoriel réincarnatif qui prend le dessus et l'individu exprime ça, puis à un moment donné, il y a un bouleversement qui se passe, il y a de quoi qui se passe, en fin de compte, c'est l'autre schéma réincarnatif majoritaire qui va prendre le dessus. Un dédoublement de personnalité au niveau psychologique, c'est ça. Ils savent pas tout ça, mais ils voient bien que l'individu est deux, puis souvent, c'est des individus qui ont même aucun rapport. Mais toi, si tu vis en observateur, tu fais pas des meurtres pendant ce temps-là, tu couches pas avec une autre femme, puis quand tu reviens, tu t'en rappelles pas. T'es pas un autre individu. T'es un individu encore plus pur, puis encore plus plein. Tu commences à être un être humain. Plus encore que ce qu'on appelle l'être humain, là, tu sais. Tu attires des énergies qui sont oui. pures. Tu te vois faire par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, mais tu vois la mémoire de ce que tu fais, puis de ce que tu as fait, mais à l'instant même où elle se fait, c'est-à-dire 1 millionième de milliardième de seconde en arrière, mais c'est mémoriel quand même. Mais tu es observateur de toi-même. Quand tu te regardes dans un miroir, tu ne souffles pas d'un développement de personnalité. Par contre, tu peux voir physiquement qu'est-ce qui se passe sur ton visage. Si quelqu'un te dit que tu as une tache de moutarde sur le bord du nez, ben si tu regardes dans un miroir, tu ne dédoubles pas ta personnalité. Mais tu te sers d'un média qui est l'ajusteur de forme, l'ajusteur de pensée va être la même chose au niveau psychologique, et tu t'observes. Puis t'observant, tu vois physiquement ce qui se passe, mais là, c'est une chose dans le domaine de la matière. Et voyant ce qui est là, tu peux corriger ce qui est là. Sans ça, tu vas être là, tu essaies tout partout, puis tu t'en mets d'autres, tu sais. Alors, en regardant dans un miroir, c'est ça. L'ajusteur de pensée, c'est exactement la même chose. Tu ne te dédoubles pas en termes psychologiques. Par contre, tu es capable de te voir comme dans un miroir. Tu peux cheminer avec, parce que tu te vois. Quel est le pourcentage de personnes étant conscientisées de leur vie, c'est-à-dire se voyant vivre et s'évaluant, évaluant leur vie constamment? Cette qualité est-elle innée, léguée ou bien léguée par des plans supérieurs? Bon, la qualité, c'est pas une qualité, c'est un fait, c'est un phénomène, là. C'est juste pour clarifier les mots, là. Souvent, c'est ce qu'on veut dire, mais on n'emploie pas nécessairement les bons mots. C'est pas quelque chose qui est légué parce que l'homme a maintenant un ajusteur de pensée. L'homme a un physique et un cerveau qui lui permet justement d'avoir ces connexions-là. Sauf que l'homme doit, par l'apprentissage, encore un apprentissage qui va être expérientiel, qui va être long, l'homme doit parfaire ses corps puis apprendre par essai et erreur.
Puis en essayant et ayant des erreurs, l'homme finit par découvrir la bonne chose, puis l'homme, bien évidemment, quand il découvre la solution, il l'emploie. Sauf que des fois, il l'emploie, puis quand c'est bon, il continue à vouloir l'employer. Alors, ce qui arrive, c'est que... Elle est longue, la question. Il y a plusieurs choses dedans. Répète-la, m'a te coupé à tous les fois, puis non, répète-la. C'est plusieurs questions. Quel est le pourcentage de personnes étant conscientisées Bon, de premièrement, leur vie? ça n'a pas aucune importance pour personne. Ça nous permet psychologiquement de vouloir se rassurer pour plus loin. Alors, il y a 22,987% de la population de la planète Terre qui sont rendus à ce point-là. Voilà. Alors, la question suivante. C'est-à-dire se voyant vivre et s'évaluant, évaluant leur vie Parce que constante. l'important, c'est l'individu lui-même. Celui qui pose la question. Mais on peut quand même dire qu'il y en a de plus en plus dans Oui, on peut quand même dire l'ère du verso qu'on Faut dire bien les choses. entre présentement. Mais non, c'est évident qu'il y en a de plus en plus. Sans ça, je ne serais pas là à en parler. L'année passée, il y en avait 21,2, je pense. Ça a augmenté. Statistique Canada va... Non, il y a beaucoup plus d'individus qu'avant. Il y a eu un temps où il y en avait un à la fois par, disons, par endroit géographique, pas par pays, mais par peuple très, très différencié par leur conscientisation. L'Occident à l'Orient, il y avait une personne, normalement, qui pouvait avoir un accès, pas un accès de fièvre, un accès d'ajusteur de pensée, qui pouvait parler. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, plus l'homme est apte à comprendre, plus il a besoin d'instructeurs. Et plus l'homme est apte à comprendre, ben, il y a des formes de manipulation génétique qui fait qu'à un moment donné, on enfante un individu plus parfait. Et puis lui a un ajusteur qui a de l'expérience. Puis lui devient un enseignant. Puis s'il est faux, il devient un maître. Puis s'il est réel, ben, à un moment donné, il disparaît. Cette qualité est-elle innée ou bien léguée par des plans supérieurs? Elle est innée. C'est-à-dire que la possibilité, mettons, disons qu'elle est léguée. Ouais, c'est amusant. C'est que c'est légué, sauf que la possibilité de le recevoir est innée. Mais il faut travailler pour. Ça veut dire, est-ce que Tout le monde y a droit, puis tout le monde a ce qu'il faut pour aller le chercher. Est-ce que si on disait que quand on vient au monde avec un corps qui est à un niveau de la disons, si on mettrait à une échelle de perfection de 0 à 100, quelqu'un qui vient au monde avec un corps physique et mental à 80 a plus de chances de tirer un ajusteur de pensée plus pur qui est plus en mesure de travailler qu'un autre de 60, disons qu'il serait à 60 par exemple. Oui. Mais s'il s'en sert pas, c'est ça. à ce moment-là, son 80 peut descendre à 40. Évident. Évident. Des entités supérieures, anges gardiens, défunts évolués, êtres de service, ajusteurs de pensée. Oui, m'a expliqué tous ces mots-là avant. OK. Des entités supérieures. Bon, supérieures dans le sens qui sont en connexion avec l'intelligence ou avec ce qu'on peut appeler Dieu ou le... Oui, parce qu'ils sont pas supérieurs à l'homme. Non, l'évolution est horizontale, il n'y a rien de supérieur. Mais tout est différent au niveau de l'espace, tout est dans des places différentes, donc dans des états différents. Pour l'intelligence supérieure. Après. Ange gardien. Bon, l'ange gardien, on l'a expliqué un peu. Défunt évolué. Bon, défunt évolué ne peut pas aider personne à évoluer de plus. C'est une mémoire de quelque chose qui s'est passé, qui peut manipuler ou qui peut avoir un semblant d'aide, mais c'est quelque chose qui est dangereux pour l'être humain parce que l'être humain peut y attacher certaines importances, peut y attacher parce que l'homme revient toujours en arrière dans ses mémoires, donc l'homme va mettre sa confiance dans quelque chose dans le genre, mais c'est quelque chose qui n'est pas, c'est réel qu'on doit laisser les morts aux morts puis pas avoir à s'en mêler. Parce que le mort ne vit que dans un schéma mémoriel, et l'individu qui vient parler, par exemple, dans une séance de spiritisme, ou dans notre tête, ou carrément dans notre sommeil, c'est simplement un voyage astral que nous, on fait dans le plan astral, donc dans la trace astrale que lui a laissée, et avec notre interprétation mémorielle, on finit par justement y faire dire ce qu'on veut, mais c'est quelque chose de très manipulateur et de très dangereux. C'est très différent de l'ange gardien, des intelligences supérieures, etc. C'est une intelligence aberrée, c'est une intelligence qui est mémorielle, qui est inadéquate, puis l'homme vivant n'a pas à s'occuper de l'homme mort. Être de service. D'accord? Ça dépend de la personne, de la connaissance qu'elle a, mais tu as évidemment tout le schéma d'ange gardien, de chérubin, d'archange, d'ajusteur de pensée, t'as les Melchizedek, t'en as plusieurs autres sortes, que c'est trop d'en parler, qui vont justement servir à diriger un peu. C'est du monde, c'est des formes d'énergie qui existent. Ajusteur de pensée, je pense que tu as expliqué assez bien celui-ci. Peuvent-elles aider à la conscientisation et depuis quel âge?
Bon, alors, non seulement ils peuvent, mais ils n'ont pas le choix, autant que l'homme n'a pas le choix d'évoluer. Quand tu ouvres les yeux, tu n'as pas le choix de voir. Tu vois ou tu vois pas, mais tu n'as pas le choix. La lumière, elle se promène, elle vient à tes yeux, tu n'as pas le choix non plus, sauf si tu connais les lois qui régissent ça, puis tu te mets un mur en avant. Alors, ces organismes-là, sauf la partie mémorielle défunte, sont là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le choix, elles ont besoin que l'homme évolue et l'homme a besoin d'eux autres, donc automatiquement, elles aident à la conscientisation. Les êtres de service, disons, tout ce schéma-là, donc toute cette école-là, eux autres ont certaines obligations, c'est-à-dire qu'ils sont obligés, comme toute une obligation, ils sont obligés de manger. Alors, c'est pas une obligation dans le sens moral du terme, une obligation qui est physique, qui est énergétique, qui est régie par des lois de cause et d'effet. Et puis, ceux-là ont comme, justement, fonction de permettre l'évolution du champ humain. L'un des plus grands êtres qui va servir, ça va être justement un être de Melchisédek. C'est une forme d'énergie que, le terme lui-même est employé au niveau de la Bible, mais c'est un terme qui est connu surtout au niveau de l'ésotérisme. Alors ça va aider l'homme, on chemine avec ceux-là continuellement. Sauf que le danger là-dedans, c'est que tout ça laisse des traces dans la mémoire de la planète, puis ces maudites traces-là, c'est des mémoires qui sont melchisédiennes, qui vont être style ajusteur de pensée, qui vont être style être de service ou n'importe quoi. Et ces traces mémorielles-là ont toutes la même connaissance que l'individu ou que l'ajusteur ou que l'être qui est passé, parce qu'il laisse ces traces-là. Puis si nous autres, on peut pas discerner lui de sa mémoire, on se fait manipuler par sa mémoire, on a l'impression d'être en contact avec bien des choses qui vont nous diriger jusqu'à temps qu'ils vont nous tromper. Et ces choses-là, doivent aller à la source de l'être vivant qui laisse sa trace. Soit tu t'en vas, par exemple, en faire un voyage astral ou en prière ou n'importe quoi, tu rencontres Jésus-Christ. Mais ce Jésus-Christ-là, est-ce que c'est le Jésus-Christ laissé par la mémoire d'un de ses disciples? Est-ce que c'est le Jésus-Christ laissé par la mémoire de quelqu'un qui l'aimait ou quelqu'un qui le détestait? Est-ce que c'est quoi? Si t'as pas le discernement, c'est dangereux. C'est pour ça que même quand tu rencontres Dieu en pleine face, faut que tu doutes que c'est lui. Parce que tant que t'es pas prêt à savoir, à pouvoir discerner, au moins faut que tu doutes. Tu bannis rien, mais faut que tu doutes. C'est complexe pour l'homme, mais c'est sécuritaire pour l'homme. Alors ça nous aide, c'est là, c'est parfait. On travaille en collaboration, l'être humain et eux autres, parce qu'on s'entraide mutuellement. Sauf que si on va s'attacher à ces mémoires-là, c'est compliqué. Tu peux pas refaire ton corps physique en prenant des matières dans un corps mort. Tu peux pas non plus bâtir ta psychologie à partir de psychologie défunte. Et puis, si tu t'attaches à une mémoire d'une entité qui est extraordinaire, c'était fait. Un bel exemple. Comment peut être définie la conscience au passage de la vie à la mort? Autrement dit, comment agit la conscience une fois que l'être est désincarné? Quand l'être est désincarné, l'être est dévitalisé, l'être est désastralisé, l'être est démentalisé. Ça veut dire qu'il y a une mort sur plusieurs plans. On l'expliquait un petit peu lors de la réincarnation. Alors, ce qui arrive, c'est que la conscience ne se fait que pendant la vie dans un corps matériel, parce que seul ce corps-là et tout le schéma de corps qui vont suivre énergétique peuvent permettre à l'ajusteur de pensée de pouvoir venir ajuster quelque chose et permettre aux énergies plus supérieures de pouvoir descendre. Quand une personne meurt, elle n'a plus accès à la conscience, sauf dans de très, très rares cas où la personne est presque prête à emporter son corps à sa mort. Donc, elle est proche seulement d'une fusion, donc une amalgamation de tous ces corps-là qui deviennent un corps, donc on n'a plus de corps physique. Quand la personne, très, 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 très rare, est prête à ça, en mourant, elle ne meurt pas totalement, c'est-à-dire qu'elle va rester en état de léthargie. Et puis, il y a justement les êtres qu'on parlait tout à l'heure qui peuvent parfaire certaines choses au niveau vibratoire. Et puis, le corps peut revenir, puis il y a des choses qui peuvent se passer. On connaît ça dans une de nos histoires qui date de 2000 ans. Mais, normalement, quand une personne meurt, ses mémoires sont réintégrées, sont vitales, sont physiques, la même chose. Et puis, il y a des choses que j'ai déjà expliquées, qui sont un peu long d'expliquer là, qui vont se passer. Les personnalités de tout un paquet de personnes qui vibrent pareillement vont se réincarner dans un autre corps physique, mais d'une façon plus pluralitaire, c'est-à-dire qu'il va y avoir plusieurs réincarnations des mêmes personnes dans différents corps. Alors, ce qui fait que l'évolution continue, la conscientisation continue, mais seulement dans un organisme vivant. Est-ce qu'on pourrait dire qu'au fur et à mesure que le temps avance, qu'il y a de plus en plus d'entités qui se réincarnent dans un même corps? Oui, toi, tu es peut-être... Il y a eu une époque où il y avait une personne pouvait être la réincarnation de 8 entités. Alors, c'est pour ça qu'il y a des conflits, puis des choses qu'elle a à apprendre, puis il faut qu'elle fasse une fusion, justement, de ces personnalités-là. Et le dédoublement de personnalités, ou même la pluralisation des personnalités, il y en a qui ont jusqu'à 21 personnalités, c'est simplement ces personnalités-là qui n'arrivent pas du tout à se coordonner. Alors, ce qui arrive, c'est plus on évolue, plus il y a de personnalités qui viennent, c'est-à-dire que toi, tu te réincarnes dans 25 personnes. Tes personnalités, tes mémoires. Toi, c'est d'autres choses.
Alors, ce qui arrive, c'est que l'esprit revient dans ces corps-là, mais dans ces 25 personnes-là où tu es réincarné, il y aurait peut-être 1 million d'individus aussi qui sont réincarnés. Tu as plus de complications personnalisées, mais tu as un astral plus développé, une possibilité mentale plus développée. Et de cette façon-là, la planète Terre évolue de par chaque individu. C'est pour ça on est relié au karma planétaire, on est relié au karma de masse, puis c'est un paquet d'affaires dans le genre. Alors, c'est évident que on s'en va de plus en plus vers ça, puis de toute manière, c'est les différentes personnalités qui sont réincarnées à l'intérieur de nous autres qui s'en vont vers ça. Puis ça reste nous autres aussi. Dans le livre Fusion de Claude Bohémier, il mentionne que cette forme d'énergie, l'ajusteur de pensée, se manifeste par un bourdonnement à l'oreille comme pour intuitionner un fait. Peut-il se produire lors qu'on ressent de la compassion pour autrui? Bon, lorsqu'on ressent la compassion. OK, il y a différentes choses. Je ne veux pas m'avancer trop étant donné qu'on cite un auteur. Si on parlait du bourdonnement, Bon, c'est ça. le silement. Bon, ben, le bourdonnement dans l'oreille lui-même, il y a des phénomènes qui sont absolument physiques qui vont créer ça. Alors, on a, par exemple, des acouphènes qui peuvent créer ces choses-là. Certains ici connaissent les phosphènes. Quand on regarde une lumière vive, par exemple, un soleil ou quelque chose dans le genre, puis qu'on ferme les yeux, il y a des couleurs qui restent. Ça, c'est une technique qui peut permettre justement à la conscience de l'intellectuel de s'élaborer, de se développer. Alors, il y a le docteur Francis Lefebvre, entre autres, qui a pas mal poussé ça. C'est très bon. On a aussi le phénomène de l'acouphène, c'est-à-dire que, justement, quand tu te bouges les oreilles complètement, tu entends toujours quelque chose. Et il peut arriver à un moment donné avec que tu vas avoir certains genres de bourdonnement. Quand l'ajusteur de pensée vient s'installer, c'est-à-dire que quand n'importe quelle forme d'énergie dans le genre vient s'installer, il y a des transformations physiques qui se passent et ça peut générer certains bourdonnements. Mais on ne peut pas trop se fier au côté de l'oreille ou des choses de même pour commencer à canaliser notre intuition. Mais ça peut susciter... Normalement, ça va susciter des problèmes au niveau cardiaque. C'est le chakra du cœur qui va être le plus manipulé par l'insertion de l'ajusteur de pensée. Alors, c'est une maladie qui est pas mal d'époque. Il y a aussi la psychosomatose qui vient se mêler de ça, mais quand même, avec l'artérosclérose, tout ça, notre régime alimentaire. Avant d'aller plus loin, là, pourrais-tu expliquer ce que tu veux dire quand tu dis qu'on le ressent au niveau du chakra? Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là? Bon, il se produit premièrement une espèce d'engorgement. Il y a quelque chose on ressent un engorgement parce qu'il veut y avoir une libération. Alors, vu que ça pousse, ben, automatiquement, on pense que c'est engorgé. On ressent, ça peut justement finaliser en maladie coronarienne, de type cardiaque, mais pas de type artériel, c'est-à-dire que ce ne sera pas un encombrement, ça n'ira pas au niveau des ischémies cardiaques, c'est-à-dire l'artère qui se rétrécit et qui empêche le sang de passer. Par contre, ce que tu vas avoir, c'est des phénomènes de compression, d'engourdissement, on dirait au niveau cardiaque. C'est pas nécessairement relié au cœur, mais il y a comme une stagnation, il y a quelque chose qui se passe, une boule qui se passe là, qui peut se répercuter au niveau physique, mais qui est achalant puis qui va donner des poussées de chaleur. Il y a bien des choses au niveau physique qui vont se passer parce que l'ajusteur vient avec une vibration nouvelle, puis automatiquement, il fait vibrer le mental, l'astral, le vital et le physique d'une façon différente, qui n'est pas normale, qui n'est pas habituelle, et puis ça cause certaines choses. Le bourdonnement de l'oreille est le minuscule petit début. Est-ce que cela peut durer longtemps? Ça peut durer longtemps, ça peut durer dangereusement longtemps. C'est pour ça que, normalement, l'ajusteur veut faire attention à ça et l'ajusteur a comme rôle d'empêcher ça. Quand je dis que l'homme peut exploser à un moment donné, les vibrations qui viennent se mêler à ça, non seulement peuvent causer des maladies, des folies, des maladies psychologiques, mais aussi des dangereux problèmes. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à la combustion spontanée? Combustion spontanée, mais tu peux aller aussi, mais ça n'arrivera pas, puis ça n'est jamais arrivé. Mais mettons qu'il n'y aura pas d'ajusteur ou que ça serait insensé à faire, il y aurait aussi jusqu'à une fission nucléaire qui pourrait se passer. Donc, une explosion nucléaire totale. OK. Alors, tu disais que ça débute par un silement à l'oreille. Non, ça débute par des phénomènes physiques, biophysiques, des sensations de légèreté, des sensations normalement qui vont être un petit peu achalantes et bizarres parce qu'on ne peut pas localiser la source, puis quoi que ce soit, mais c'est des choses physiques. Le bourdonnement de l'oreille en est un. Le piquement sur le nez aussi. Oh oui. Mais il faut pas... Mais le corps est divisé en deux parties de front. L'oreille gauche et l'oreille droite. Ouais. Quand ça scelle sur un côté, ça n'a pas la même signification que ça scelle sur l'autre. La seule signification que ça a... Si c'est un contact ayant passé par le sort de pensée. Bon, d'accord. Le cerveau est divisé en deux hémisphères. Pas? Alors, ces deux hémisphères-là ont des relations avec un côté hémisphérique du corps, mais va être le côté qui va être antagoniste, le côté opposé. Donc, le côté droit va gérer le côté gauche du corps. Alors, ce qui fait que dépendant de où se fait la vibration énergétique,
causée par l'ajusteur de pensée ou la descente d'une énergie intelligente par l'ajusteur de pensée, dans quel niveau de vibration, dans quel niveau hémisphérique que ça va se faire, tu vas avoir une réaction qui va être hémisphérique sur un côté. Donc, si c'est l'oreille gauche, il y a quelque chose au niveau de l'hémisphère droit qui se passe. Sauf que l'hémisphère droit a des capacités différentes de l'hémisphère gauche au niveau de l'évolution totale énergétique de l'homme. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, tu peux dire qu'il y a des choses, c'est l'oreille gauche qui bourdonne, c'est de quoi de différent. Mais de là à dire que c'est parce qu'on pense en bien en toi ou en mal en toi, là. Non, ça n'a pas cette signification-là, Je je pense, souvent. mais tu peux avoir des significations. Ça a des significations. Premièrement, au lieu de bourdonnement, on dirait sifflement. Parce que c'est un sifflement très, très aigu. Oui. C'est ça. Et puis même qui peut t'empêcher de dormir, et même des fois qui te réveille la nuit, et puis des fois qui passe bord en bord. Parce que là, les deux hémisphères viennent d'être connectés. Simulés. Mais non, c'est évident, c'est ces choses-là. Sauf que je ne vais pas trop en parler, du moins pas tout de suite. Il y a des conférences qu'on fait qui sont plus poussées. Oui, mais c'est un point important, Daniel, parce qu'il y a beaucoup de gens ici dans la salle qui vivent ça. Bon, alors là, et puis il y en a qui se demandent qu'est-ce que c'est que ça veut dire. Bon, ben, c'est côté gauche, côté droit. Bon, OK. La signification, pour l'instant, l'homme n'est pas apte. Pour l'instant, là. Dans 2 semaines, peut-être, mais pas tout de suite, là. Chose qui est sûre, c'est que présentement, pourquoi qu'on a ces réactions-là physiques? C'est parce que l'énergie vient au niveau du corps physique et l'énergie va être catalysée plus, va être ramassée plus sur un hémisphère ou sur un autre, dépendant des besoins physiques de l'homme. L'homme est présentement préparé énergétiquement à recevoir des énergies plus fortes et il va y avoir des réactions qui vont être physiques qui vont se passer dans ce côté-là. Le fait que l'oreille droite bourdonne, c'est parce que, mais là, je peux revenir plus tard là-dessus, mais pas ce soir, on n'aura pas le temps. C'est simplement que quand le côté gauche bourdonne, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus intelligent qui est en train de se passer. La parcelle mentale de l'homme est en train de se faire travailler. Et quand c'est le côté droit qui scille, donc c'est le côté gauche qui est présentement en manipulation. Et là, c'est le côté psychologique, le côté astral, surtout de l'homme, le côté mémoriel, qui est en train d'être travaillé par l'énergie de l'ajusteur de pensée ou l'énergie d'intelligence active. Et automatiquement, au niveau émotif, il y a des choses qui vont se passer si ça bourdonne à droite parce que c'est cet hémisphère-là qui est travaillé. Et au niveau mental, donc c'est l'oreille gauche qui va travailler, il y a des choses qui vont se passer qui sont beaucoup plus intellectuelles ou intelligentes. L'ajusteur est en train de se placer entre le mental et l'astral pour pouvoir réussir à faire une entente diplomatique entre ces deux corps-là. C'est un point très important dans la conscientisation. Extraordinairement important. Parce qu'à ce moment-là, tu peux avoir une espèce de forme de communication avec l'ajusteur de pensée. Oui, c'est-à-dire que tu prends conscience qu'il y a un travail qui se fait, et prenant conscience qu'il y a un travail qui se fait, tu peux te servir tout de suite de l'ajusteur qui est présent là pour voir des choses. On appelle ça une communication, mais effectivement, tu peux t'en servir. Ouais. Maintenant, Daniel, aujourd'hui, la conscientisation qui nous intéresse, naturellement, c'est la conscientisation vers le supramental, qui sera l'homme de demain. Est-ce qu'il y a des techniques comme telles? On a connu dans l'ère du poisson un tas de techniques, par des méditations, par des ci, des ça, ainsi de suite. Je ne voudrais pas passer là, parce que ça serait long. Mais est-ce qu'il y a certainement des techniques? Oui, il y a des individus qui ont amené ça. Il y a Aurobindo, il y a d'autres personnes qui ont amené l'idée supramentale. Jésus-Christ l'a déjà fait avec, mais à l'époque, je veux dire, c'était pour lui qu'il le faisait. De toute façon, il y avait une espèce de mission pour lui-même à faire ici, sur la Terre. L'homme, évidemment, en a eu les rayonnements. Les techniques, oui, il y a une technique que prochainement, on va commencer à élaborer. Une technique... Mais là, c'est parce que tu me forces à faire de la publicité, maudit, mais je veux pas en faire, j'aime pas ça. Présentement, en tout cas, moi, je travaille sur, justement, l'élaboration d'une technique qui va amener le mental par auto-réflexe, par acte réflexe, de pouvoir communiquer avec ses mémoires, au lieu que ce soit l'astral qui le fasse, puis l'homme va devenir efficace. Alors, ce qui fait que quand il arrive un événement, mettons un hécatombe ou n'importe quoi, n'importe quoi qui t'arrive, un hécatombe à toi psychologique, tu vas pouvoir agir à 100% efficacement à partir de tes connaissances, parce que ce ne sera pas la psychologie qui va embarquer. Et si tu as la possibilité mentale, en passant par l'ajusteur, par réflexe, de descendre dans tes mémoires, de revenir au niveau du mental, puis de l'appliquer, puis la mémoire, je te parle, c'est pas que la mémoire de l'homme, c'est une mémoire astrale. Quand tu fais un voyage astral, c'est un peu ce qu'on fait. Tu peux avoir accès à la mémoire totale de la planète. Alors, si tu as besoin de connaissances médicales, tu deviens un médecin, automatiquement, parce que tu as le réflexe, pas d'avoir peur, pas de vouloir te sauver, pas de désirer plus,
Tu as le réflexe mental, quand c'est utile d'avoir un réflexe mental qui t'amène ça, puis mentalement, tu t'en sers. J'ai expliqué la semaine dernière, je crois, à propos justement d'un événement où ce que le médecin va travailler puis qu'il y a un paquet de dangers autour de lui, là, une affaire que j'ai vécue avec un médecin. Alors, quand le réflexe mental qui est amené par la pratique embarque, le gars devient efficace. Mais dans l'éducation qu'on va donner, au lieu de montrer à une personne d'avoir peur, à un enfant avoir peur, on va lui montrer à se servir des mémoires pour qu'il puisse travailler. Ça, c'est une des formes de technique qui, lentement, donc, on va commencer à enseigner. Ouais. Il va y en avoir quelques autres, puis comme toute technique, la technique est amenée à être surpassée, puis quand elle est surpassée, il faut l'abandonner. Mais ça va être une marche qui va être différente. Ouais. Alors, sur ça, on termine, Daniel. Je te remercie beaucoup. Maintenant, j'aimerais vous annoncer que comment...